Nous avons vu précédemment le modèle compartimental SIRS. Dans ce modèle, les individus sont dans un des trois états possibles, S sensible, I infectieux ou R résistant. Entre ces états, il existe des transitions. Pour calculer les effectifs dans chacun des compartiments, on définit des équations mathématiques qui à leur tour définissent ces effectifs en fonction du temps et de divers paramètres. Quand les effectifs sont grands, il est possible de représenter l'évolution SIRS sous forme d'un système d'équations. Au temps t, on a ST, IT et RT individus dans chaque compartiment. Au temps t plus 1, les effectifs dans les mêmes compartiments sont ST plus 1, IT plus 1 et RT plus 1. Définissons les tailles des effectifs au pas de temps t plus 1 en fonction de ce qui se passe au temps t. Prenons par exemple ce qui se passe avec le compartiment S. Le nombre de sensibles au temps t plus 1 est égal au nombre de sensibles au temps t, moins ceux qui sont sortis, plus ceux qui sont arrivés. Ceux qui sont sortis sont les sensibles qui se sont contaminés au temps t, c'est-à-dire bêta ST IT sur NT, et les sensibles qui sont morts au temps t, mu ST. Nous avons vu précédemment que dans cet exemple, la population est constante, car la mortalité de tous les individus est compensée par une naissance équivalente d'individus sensibles. Donc la population totale N, qui est la somme des individus à tous les stades S, I et R, ne varie pas. C'est une constante égale à N. Ceux qui sont entrés dans le compartiment S sont donc les naissances de sensibles qui compensent tous les morts, c'est-à-dire plus mu ST, plus mu IT, plus mu RT, ainsi que les résistants qui ont perdu leur immunité au temps t, c'est-à-dire sigma RT. On peut simplifier l'équation en remplaçant IT plus RT par N moins ST, on obtient donc l'équation finale. ST plus 1 est égal à ST moins bêta STIT sur N, plus mu, facteur de N moins ST, plus sigma RT. Nous procédons de manière identique pour le compartiment I. Le nombre d'infectieux au temps t plus 1 est égal au nombre d'infectieux au temps t, plus ceux qui sont entrés, moins ceux qui sont sortis. Ceux qui sont entrés sont les individus S qui se sont contaminés au temps t, soit bêta STIT sur NT. Ceux qui sont sortis sont les infectieux qui ont guéri au temps t, soit gamma IT, et les infectieux qui sont morts au temps t, soit mu IT. On peut simplifier l'équation et on aboutit à l'équation finale suivante. IT plus 1 est égal à IT plus bêta STIT sur N moins, entre parenthèses, gamma plus mu IT. Pour le troisième compartiment, on procède toujours de la même manière avec des entrées et des sorties. Les entrées sont des infectieux qui ont guéri au temps t, soit gamma IT. Les sorties sont les résistants qui ont perdu leur immunité au temps t, soit sigma RT. Et les résistants qui sont morts au temps t, soit mu RT. En simplifiant, on obtient donc l'équation suivante. RT plus 1 est égal à RT plus gamma IT moins, entre parenthèses, sigma plus mu fois RT. Nous avons donc un système à trois équations aux différences ou deux différences qui correspondent au graphe que l'on a déjà vu. Si on connaît les valeurs des paramètres bêta, gamma, mu et sigma, ainsi que les conditions initiales du système, nombre d'individus dans les compartiments à temps t égale 0, on peut ainsi calculer les effectifs dans les compartiments à chaque pas de temps. On peut réécrire ces équations de différence sous forme d'équations différentielles. Une manière facile de le faire est de décrire la variation des effectifs entre le temps t et t plus 1 pour les trois compartiments S, I et R. Dans les équations différentielles, nous nous intéressons aux mêmes variations, mais sur un pas de temps extrêmement court, ce qu'on appelle une variation instantanée.
Cela permet d'avoir une estimation de la valeur des effectifs dans chacun des compartiments du modèle en temps continu, et non plus en temps discret, comme avec des équations de différence à t, t+1, à partir du moment où l'on connaît les conditions initiales. Parlons des paramètres de ces équations. Ils jouent un rôle important dans l'amplitude des transferts entre les compartiments. Et les voici en jaune. Ils sont au nombre de 4 dans notre modèle. Bêta, mu, sigma et gamma. Ces 4 paramètres sont les nombres minimales de paramètres que l'on doit avoir pour représenter le plus simplement possible la dynamique du modèle SIRS, qui reprend en compte le renouvellement de la population et la perte d'immunité. Bêta est le nombre de cas secondaires générés par un unique individu infectieux en contact avec des individus pendant une unité de temps. C'est un paramètre clé pour décrire la contagiosité d'une épidémie. Plus sa valeur est élevée, plus l'épidémie va être explosive. Dans notre modèle, on le représente par un seul paramètre, mais il peut être décomposé en plusieurs éléments. Par exemple, on peut le décomposer très simplement comme le produit de 2 éléments, le taux de contact et la probabilité que la transmission de l'agent infectieux ait lieu lors d'un contact entre un sensible et un infectieux. Cette décomposition est très utilisée. Mais la décomposition de bêta n'a pas vraiment de limite. Par exemple, dans le cas de la transmission de la Covid, on pourrait envisager une décomposition à bien plus que 2 paramètres. Bêta pourrait correspondre au produit du taux de contact que multiplie la probabilité que la personne porte un masque, que multiplie la probabilité que le masque soit efficace, que multiplie la probabilité de transmission lors d'un contact, que multiplie la probabilité que la personne soit réceptive lors du contact. Il n'y a pas de problème en tant que tel à décomposer bêta. L'essentiel est d'avoir des estimés pour chacun des termes de la décomposition. Un des derniers éléments clés à expliquer dans le transfert entre S et I est le principe qui le sous-tend, celui de la loi d'action de masse. Cette loi est utilisée en chimie pour décrire, par exemple, des réactions chimiques catalytiques. Si on prend l'image d'une sphère fermée qui contient des atomes, chaque atome présent dans la sphère a la même chance, c'est-à-dire la même probabilité de rentrer en contact avec n'importe quel des autres atomes présents dans cette même sphère. Si on compare les atomes à des individus, on peut dire que dans une population, la loi d'action de masse affirme que chaque individu a la même chance de rentrer en contact avec n'importe quel autre individu qui appartient à cette population. On sait par ailleurs que cette affirmation ne correspond pas exactement à la réalité. C'est pour cela qu'on utilise parfois des probabilités de contact qui dépendent par exemple de l'âge afin de rendre le modèle plus réaliste. Les 3 paramètres qui nous restent à expliciter sont gamma, sigma et mu. Quelques petites subtilités mathématiques. Un taux est la vitesse à laquelle un changement d'état a lieu. Si ces taux sont constants, le taux moyen auquel un événement a lieu est l'inverse de la période du temps ou temps moyen jusqu'à ce que cet événement ait lieu. Par exemple, si pour une maladie, la durée de l'état infectieux est de 4 jours, le taux de départ de l'état infectieux ou taux de guérison est de 1/4 par jour. Et cette période de temps suit une distribution exponentielle. Les paramètres d'un modèle SIR sont des taux quand le modèle est exprimé en équation différentielle et des probabilités quand le modèle est exprimé en équation de différence. Mais taux et probabilité sont à peu près équivalents pour des valeurs inférieures à 10%, ce qui est le cas pour des pas de temps petits. Gamma correspond au taux de changement entre le compartiment I et R, soit le taux de guérison. Il peut être approximé par l'inverse de la durée moyenne de la période infectieuse. Si le pas de temps du modèle est en jours, cette durée est en jours également. Sigma correspond au taux de changement entre le compartiment R et S, soit le taux de perte d'immunité. Il peut être approximé par l'inverse de la durée moyenne de protection immunitaire post-infection. Si le pas de temps du modèle est en jours, cette durée est en jours également. Mu correspond au taux de mortalité, soit ce qui se passe entre le compartiment R et S et I et S. Il peut être approximé par l'inverse de la durée moyenne de vie d'un individu quand on parle de mortalité naturelle.
Dans notre modèle, nous ne faisons pas de distinction entre la mortalité naturelle et la mortalité liée à l'infection. De même, nous avons envisagé une population globalement stable en effectif dans le temps. Et nous avons utilisé l'hypothèse que tous les individus qui mouraient dans les compartiments S, I et R étaient remplacés par des nouveaux individus sensibles en même temps. Si le pas de temps du modèle est en jours, cette durée est en jours également. En général, on utilise dans un premier temps un modèle déterministe. C'est un modèle dans lequel, en partant des mêmes conditions initiales, on obtient toujours le même résultat, ce qui n'est pas le cas avec un modèle stochastique. Par exemple, si nous considérons 100 vaches et que 10% des vaches tombent malades au temps suivant, dans un modèle déterministe, nous obtenons toujours 10 vaches malades au temps suivant. Dans un modèle stochastique, chaque vache a 10% de chance de tomber malade le jour suivant. Donc, selon les simulations, nous pouvons avoir 10 vaches malades, mais aussi 9 ou 11 vaches malades avec une probabilité plus faible, voire même 8 ou 12 vaches malades avec une probabilité encore plus faible. Ainsi, dans un modèle stochastique, on obtient des résultats différents à chaque simulation. Maintenant que nous avons détaillé la structure mathématique du modèle, nous verrons dans la prochaine capsule son utilité et son utilisation.